Face à la violence des manifestations contre la loi travail, les policiers dénoncent la haine anti-flic. De son côté, François Hollande maintient son cap. Alors que les policiers manifestaient, une voiture de leur collègue a été brûlée par des extrémistes de gauche. Le 18 mai, c'est là où la police a annoncé qu'elle était d'extrême droite. Au moment où la police annonce qu'elle est d'extrême droite, elle attaque ceux qui se battent contre l'extrême droite. On veut casser un mouvement, une contestation sociale, et on veut casser au sein de cette contestation l'élément antiraciste et antifasciste. Parce qu'on ne peut pas séparer la lutte antifasciste de la contestation sociale. Elle en est un élément, elle n'est pas divisée, elle en est un élément. Antonin, 22 ans, est incarcéré depuis 10 mois à la prison de Fleury-Mérogis. Les enquêteurs le suspectent d'être lié à l'incendie d'un véhicule de police. Parmi les 4 interpellés âgés d'une vingtaine d'années, 3 étaient interdits de manifestation. Le juge des libertés a ordonné sa libération à 3 reprises, mais le parquet a fait appel à chaque fois, laissant la famille dans l'incompréhension. La détention est devenue le principe et non pas l'exception. Nous, on s'est rencontrés à plusieurs reprises sur des manifestations. Quand je faisais des reportages, je t'ai vu, tu es manifestant. Le 18 mai, qu'est-ce qui se passe pour toi? Le 18 mai dernier, un rassemblement de policiers est appelé sur la place de la République par le syndicat de police Alliance pour un rassemblement contre la haine anti-flic, ce qui a été vécu comme une provocation violente dans un contexte de déferlement de violences policières à la fois dans les quartiers mais aussi là dans les manifestations. La place de la République est alors la place forte du mouvement social. Donc ce jour-là, le 18 mai, il y avait le rassemblement des policiers radicalisés, où étaient présentes entre autres des personnalités d'extrême droite et de la droite dure, telles que Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard ou encore Éric Ciotti. Ils étaient tous rassemblés sur la place, et à proximité de la place, le collectif Urgence Notre Police Assassine avait organisé un contre-rassemblement pour protester contre cette provocation policière. Alors que le rassemblement des policiers avait été autorisé par la préfecture, le rassemblement d'Urgence Notre Police Assassine, lancé par Amal Bentoussi, a été interdit 45 minutes après le début de ce rassemblement. Ce qui était très surprenant, c'est que contrairement aux mobilisations habituelles place de la République, là pour une des premières fois, en tout cas de mémoire la première fois, la place de la République était fermée, en fait, elle avait été privatisée par la police, et seuls les policiers, alors je suis resté devant assez longtemps, et seuls en fait les policiers munis d'une carte de police ou d'un brassard pouvaient rentrer sur la place. Qu'est-ce qui se passe derrière? Repoussés par les policiers, une partie des manifestants décide en fait de partir en manifestation. Et sur le parcours de cette manifestation, une voiture de police va être prise à partie par la foule et être incendiée, ce qui va générer toute la suite et l'emballement médiatique autour de l'affaire du 18 mai. Il y a l'incident, l'incendie sur la voiture de police Quai de Valmy, et à ce moment-là, il y a des centaines de manifestants autour de cette voiture. Par un contrôle de police à plusieurs centaines de mètres plus loin, ton petit frère se fait contrôler. C'est exactement ça, oui. Il est contrôlé à Gare de l'Est par les services de renseignement généraux. Angèle est interpellée en bas de notre domicile 2 heures après les faits. Et moi, je vais être le deuxième interpellé. Et ils ont perquisitionné l'appartement, ils m'ont informé que j'étais là pour une tentative d'homicide volontaire et que j'étais placé en garde à vue. À partir du moment où vous êtes placé en garde à vue, comment ça se passe? Certains d'entre nous entendent clairement les flics qui sont à côté dire bon bah voilà, en gros les RG ils nous ont envoyé ceux-là, là, ils nous ont dit que c'était des coupables et maintenant il faut qu'on se démerde pour trouver les preuves. Après ça, 24 heures plus tard, on se retrouve avec une nouvelle audition complètement chargée avec le témoignage d'une personne qui serait venue témoigner anonymement, un témoignage qui s'avérera en fait être celui d'un service de renseignement qui est également appelé DRPP, quoi. Quelques jours plus tôt, pour au moins 3 d'entre nous, on avait été interdit de manifestation sur la base de notes blanches du même service de renseignement en fait qui a fait ce témoignage anonyme dont on parlait, la DRPP. Des notes blanches d'ailleurs qu'on avait portées jusqu'à un tribunal parce qu'elles nous interdisaient de manifestation et qui avaient été jugées fausses et balayées par la juridiction dans la mesure où il y avait des manifestations, si tu veux, où moi on m'accusait d'avoir commis des violences alors que j'étais en Italie. Ça, je suis bien placé pour m'en souvenir parce que on s'est retrouvés sur les bancs du tribunal. Je t'ai retrouvé le matin en arrivant. Moi, j'avais reçu ce courrier aussi. Alors ces interdictions de territoire ont été annulées par le tribunal administratif. Et ça, c'était le mardi matin, le mardi 17. Et donc la manif, c'est le 18. Et c'est en ça que, pour beaucoup de gens, ça a été un choix politique, en fait, de finalement trouver le coupable idéal, les coupables idéaux, de les criminaliser. Tout s'est emballé super vite, quoi. Il y a eu cette espèce de montage médiatico-politique auquel nous, on n'a pas assisté parce qu'on était en garde à vue. Traditionnellement, dans les enquêtes policières, il y a des indices. Et à partir de ces indices, en fait, les policiers, les juges d'instruction remontent au fur et à mesure à des personnes. Alors que là, ça s'est passé totalement dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu as eu des gens qui ont été désignés comme les coupables, des coupables,
Et à partir de ces coupables, on est remonté à des indices pour essayer de les faire coller à certains détails vestimentaires, à certains détails corporels, à certaines choses, pour pouvoir faire coller en fait genre les gens qu'ils avaient dès le départ aux gens qui auraient potentiellement pu commettre ces violences, quoi. À partir du moment où vous êtes placé en garde à vue, comment ça se passe? On va aller en prison. Angèle, il va y rester, je crois, 41 jours. Et moi, je vais y rester 10 mois. On est 9 personnes inquiétées dans le cadre de l'affaire du 18 mai. Et sur ces 9 personnes, il reste aujourd'hui 3 personnes en prison. Le parquet a fait une demande pour que le chef de tentative d'homicide tombe, l'association de malfaiteurs et la bande organisée aussi, qui étaient les chefs les plus importants et qui ont servi à justifier la détention provisoire. Et aujourd'hui, malgré le fait que même le parquet n'arrive plus à tenir cette ligne, eh ben, il reste 3 personnes qui sont toujours derrière les barreaux et toujours inquiétées là-dessus. La priorité autour de cette affaire, c'est de construire des luttes qui pourraient permettre la libération des 3 derniers incarcérés et je l'espère par la suite l'abandon des charges. Est-ce que c'est un moyen de mettre la pression aux gens, de les accuser sur des choses? Alors des fois on voit des fois il y a très peu de preuves. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle plus ou moins direct avec Bagui Traoré, le frère d'Adama Traoré, qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'homicide. On peut penser à l'incarcération des frères Camara en 2007, après ce moment où les policiers en fait ont percuté et ont tué 2 jeunes en moto, Laramie et Mouchine, à Villiers-le-Bel. On le voit notamment dans l'exemple du 18 mai autour du chef d'inculpation de tentative d'homicide. Quand tu regardes par exemple pour l'affaire de Villiers-le-Bel, les frères Camara et d'autres ont été poursuivis pour tentative d'assassinat, tentative de meurtre sur des policiers. Et dans le cas de Bagui Traoré, il est à l'heure actuelle toujours poursuivi pour une tentative d'assassinat. En fait, ces affaires, elles sont en lien parce qu'elles ont été structurées et tournées autour des mêmes choses. Une question de prolongement. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, comme tu le dis, ça existe depuis toujours. Cette répression, cette forme de répression, elle existe depuis toujours dans la mesure où elle est liée aux politiques postcoloniales et à des formes de répression qui sont appliquées depuis la guerre d'Algérie. L'état d'urgence, à la base, c'est une loi qui a été créée dans le cadre de la guerre d'Algérie. Et la dernière fois qu'elle a été utilisée, dans le cadre justement des politiques postcoloniales, c'était en 2005 pendant les émeutes de quartier. Ces politiques-là, elles ont été expérimentées dans le laboratoire de la répression qui ont été les quartiers populaires à travers justement des chefs d'inculpation tels que la tentative de meurtre, les tentatives d'assassinat, les tentatives d'homicide, à travers des détentions provisoires, à travers des comparutions immédiates, à travers l'occupation de quartiers, à travers des répressions généralisées et des violences quotidiennes. Alors que, au final, c'est quelque chose de très nouveau pour le mouvement social. Donc on voit les liens et on voit qu'en fait le laboratoire d'expérimentation de la répression appliqué dans les quartiers populaires, il sert aujourd'hui à réprimer les mouvements sociaux et les mouvements sociaux. Maintenant, c'est quand même 2 choses différentes. On voit qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qui se passe dans les quartiers populaires et ce qui se passe pour nous. Nous, on est pour la plupart des militants politisés, pour la plupart on est étudiants, on est blanc, on habite à Paris ou dans la petite couronne, alors que dans les quartiers populaires, on a des gens qui ont une position sociale totalement différente, qui ont un bagage inégalitaire totalement différent du nôtre, et qui n'ont pas le même traitement, même si les procédures ont été identiques. Si tu regardes bien, nous, notre procédure, aujourd'hui, elle est en voie de correctionnalisation. Dans le cas, par exemple, des frères Camara, il n'y a pas eu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que dans leur procès, dans une affaire où il n'y avait quasiment aucune preuve, et où des procédures illégales, des irrégularités avaient eu lieu, eux, ils ont pris du ferme et ils ont pris plusieurs années de prison. Et je crois qu'il y en a un qui vient de sortir qu'il y a quelques mois, quoi. Bagui Traoré, c'est aussi également différent. C'est un témoin clé dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré. Et en tant que témoin clé, il a été victime de la répression. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour tentative d'assassinat. Et il est toujours placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Et aujourd'hui, dans les luttes contre la répression, on s'aperçoit souvent qu'on a des profils différents qui sont touchés et au final très peu de convergence et très peu d'actions en commun, quoi. Il y a des choses qui sont en train de se faire et on est quelques-uns, nous, à penser que ça c'est une nécessité. Aujourd'hui, tu as des militants révolutionnaires qui sont inculpés, tu as des jeunes des quartiers populaires qui subissent une répression, qui sont incarcérés, tu as des familles en lutte pour exiger la vérité et la justice pour leurs proches assassinés ou tués par la police, tu as des militants syndicaux qui aujourd'hui, parce qu'ils exercent leur droit de grève, sont poursuivis, sont inculpés et parfois même prennent du ferme. Tu as des migrants qui sont chassés, qui sont poursuivis par la police, incarcérés en centre de rétention. Autant de profils différents, et j'en passe, qui subissent tous la répression. Une répression différente,
qui s'organisent dans des luttes différentes aussi. La main qui frappe, c'est toujours la même. C'est en créant des liens collectifs et en portant des discours communs qu'on va pouvoir réussir à créer une réelle force contre la répression et atteindre des objectifs qui sont à la fois la libération, par exemple, des personnes incarcérées, mais aussi des organisations collectives et de masse autour de la répression dans les quartiers populaires, chez les syndicalistes, pour les migrants et pour bien d'autres personnes. Et moi, notamment, ce que j'aimerais faire d'un point de vue personnel, ça serait aussi beaucoup travailler autour de la prison, parce que je trouve que c'est une question qui est assez délaissée. Du coup, on est quelques-uns à porter cette idée de projet. On organise une première réunion publique à la Bourse du Travail le vendredi 16 juin, dans laquelle on aimerait que participent justement, comme je te le disais, les premiers concernés et les premières personnes qui font face à la répression aujourd'hui. Il va y avoir le 17 juin, la marche pour les 10 ans de la mort de Lamine Dieng à Ménilmontant. Le lendemain, le 18 juin, à Lille, on organise avec des camarades lillois une conférence à laquelle vont participer Assa Traoré, Antoine qui était un syndicaliste antifasciste qui a aussi été en prison dans le cadre du mouvement social. Donc en fait, si on veut conclure, on peut dire que vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul.